La situation du coronavirus dans le monde, c'est notre premier sujet, la barre des 600 000 morts dépassés. Nous parlerons aussi du Mali où la contestation rejette l'offre de compromis politique de la CEDEAO. Au niveau de la République démocratique du Congo, une nouvelle manifestation pour réclamer la démission du président de la CENI. Et puis, le Togo, la prise en charge du coronavirus. Désormais, les patients devront mettre la main à la poche. Voilà le menu. Et ce soir, c'est avec Credo Tété, directeur de publication de l'Emedium. Bonsoir Credo. Bonsoir Samuel et bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Face à vous, David Djagbavi de Togosite.com. Bonsoir David. Bonsoir Samuel. Bonsoir Credo et bonsoir aux téléspectateurs. Premier sujet, la situation du coronavirus dans le monde. La pandémie a fait plus de 600 000 morts depuis l'apparition du virus en décembre dernier en Chine, selon un bilan établi par l'agence France Presse. À partir de sources officielles, dimanche 19 juillet, à 3 heures du matin, plus de 14 millions de cas ont été officiellement diagnostiqués dans 196 pays et territoires. Ce nombre de cas diagnostiqués ne reflète toutefois qu'une fraction du nombre réel de contaminations en raison de la disparité des capacités de dépistage. Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leur dernier bilan sont le Brésil, avec 1163 morts dimanche, le Chili, 1057 morts et les États-Unis, 927 morts. Crédité, le coronavirus poursuit son macabre chemin. Oui, je crois que quand même il faut signaler les efforts qui sont faits par les États, mais c'est inévitable aussi les décès parce que ça a été... disons, un virus qui a surpris non seulement l'humanité, mais qui a surpris aussi tous les systèmes sanitaires mis en place. Donc, si aujourd'hui nous sommes à 600 morts, nous dirons que c'est de trop. 600 000 morts, donc, 600 000 morts, c'est beaucoup, mais je crois que les États individuellement ont aussi fait des efforts. Maintenant, qu'est-ce que les États doivent faire pour que le nombre de décès soit sensiblement réduit? Donc, il faut que les populations, ou bien nous les citoyens, nous puissions également aider nos gouvernants en suivant et en mettant en pratique les gestes barrières. Alors ici, qu'est-ce qu'on doit dire? C'est, je sais pas, dès que le virus est apparu dans les pays, premièrement, on est passé au confinement et tout, après on déconfine. C'est quoi? On n'a pas su avoir la formule qu'il faut pour maîtriser la propagation? Oui, c'était l'une des premières conséquences au début de l'arrivée de cette pandémie. On a vu un peu l'incapacité de beaucoup de pays à faire face d'abord à déterminer la nature de ce virus, et donc il y a eu beaucoup de temps qui ont été consacrés à cela. Pendant ce temps, le virus est en train de causer des dégâts au sein de la population, et après l'incapacité dans tous les domaines, financiers, sanitaires, techniques, dont ont souffert beaucoup d'États pour véritablement aller contre la pandémie. Et donc tout de suite, ce virus s'est propagé un peu partout. C'était parti de la Chine, après c'est arrivé en Europe, de l'Europe. Ça a atterri aux États, sur le continent américain, et puis après c'est l'Afrique qui avait été contaminée. Et donc le fait que ce virus ait surpris aussi chaque État, en tout cas dans son entité réelle, le fait que ce virus ait surpris tous ces États a fait que on n'a pas pu trouver la formule médicale réelle pour contrer cette propagation-là. Et donc de 100, de 200, de 300 cas contaminés, tout de suite, vous avez vu le bond que ça a fait depuis la Chine. On a commencé par donner des chiffres qui donnent le vertige. Et puis après, c'est le monde entier. Aujourd'hui, ça fait 600 000 victimes, 600 000 personnes qui sont décédées des suites de ce virus. Ça veut dire que c'est un virus à ne pas ignorer en tant que tel. Et on en est à 6 mois de décembre 2019, fin novembre, voilà. En tout cas, on n'a pas encore atteint 1 an de présence de ce virus. Et donc aujourd'hui, on parle de 600 000 morts et de tous ces millions de personnes contaminées dans le monde entier, 196 pays. C'est pratiquement le globe terrestre qui est aujourd'hui touché par cette pandémie. Et donc ces chiffres qui sont donnés, c'est vrai que ça doit réveiller les consciences, ça doit forcément interpeller. Aujourd'hui, on semble sentir
stabilité plus ou moins selon les réalités de chaque pays. Mais il y a encore cette menace qui est derrière et à laquelle il faut faire très attention. Mais vous avez évoqué tout à l'heure la réaction des États. On a encore des dirigeants des États qui sont un peu dans le déni de la réalité. Quand on prend un grand pays comme les États-Unis, quand on voit la position même du président, c'est à se demander si on va en finir aussitôt avec ce virus. Non, je crois que M. Donald Trump est un cas. Lui-même, c'est un cas et sa façon d'apprécier aussi la pandémie, nous tous, nous avons suivi. Et il y a eu nous avions déploré certaines réactions de ce chef de l'État, mais il faut le dire, c'est quelqu'un qui était pessimiste, qui ne croyait pas et qui pensait que c'était un virus qui a été envoyé, et spécialement à sa gouvernance aux États-Unis. Mais après, il s'est rendu compte qu'il fallait prendre le taureau par les cornes. Donc aujourd'hui, mais c'était trop tard parce que si on voit le nombre de décès, et surtout les décès en cascade du côté des États-Unis, 139 960 morts. 139 000. Et lorsque nous avions considéré au moins sur une semaine comment les gens mouraient du côté de New York, donc c'était vraiment inquiétant et c'est comme si c'était l'hécatombe. Donc Donald Trump a dû se ressaisir un tant soit peu. Et lorsqu'il avait voulu même s'adonner à ses activités, et puis on lui a dit pas pour des dispositions, pour des mesures sécuritaires, ne pouvait pas jouir de ces mouvements, ces allers-retours comme cela, comme cela se devait. Donc c'est en ce moment que M. Donald Trump a pris conscience de la gravité de la situation. Mais il y avait déjà eu assez de dégâts parce que c'était quelqu'un qui s'était dit que en fait les États-Unis comme grande puissance du monde allaient dominer assez facilement ce virus. Mais ça n'a pas été le cas malheureusement. Alors donc les États-Unis aujourd'hui pointent en tête en nombre de décès, également en nombre de contaminations, 3,69 millions de cas. Il y a aussi l'autre pays où le président se comporte un peu comme Donald Trump, le Brésil. Qui est deuxième, 78 700 morts. Oui, le constat dégage aisément que c'est ces pays dans lesquels les présidents n'ont pas pris la mesure. C'est des coronas pessimistes. Voilà, voyons un peu le cas aux États-Unis et directement suivi par le Brésil. Lorsqu'on écoute lui-même, il est malade du coronavirus. Oui. Lorsqu'on écoutait un peu les discours de Bolsonaro au début de l'avènement de cette pandémie dans son pays, ça faisait peur. Beaucoup de Brésiliens se demandaient véritablement si leur président était conscient de ce qui se passe. Et aujourd'hui, le Brésil est le deuxième pays le plus contaminé au monde avec le nombre de décès de contaminés, etc. Le président même, aux dernières nouvelles, selon ce qu'on a appris, serait également contaminé. Il y a eu une situation qui a semblé échapper au contrôle de ce président. Et donc aujourd'hui, le Brésil paye le lourd tribut. C'est les Brésiliens qui payent le pot cassé. Et malheureusement, à l'heure où nous parlons, aucun vaccin, aucun sérum, en tout cas aucun médicament n'a encore été trouvé pour justement combattre cette pandémie, ce virus. Et ça continue toujours de se propager un peu partout, malgré les mesures de sécurité qui ont été mises en place, malgré la fermeture des frontières aériennes de pratiquement beaucoup de pays dans le monde. Le virus existe toujours et il constitue en tout cas une menace à l'endroit de la population. Et donc il faut forcément comprendre qu'il y aura peut-être encore beaucoup de temps qui passeront avant qu'on puisse, que les laboratoires ou les grands laboratoires pharmaceutiques puissent trouver un médicament pour justement contrer ce virus-là. Mais aujourd'hui quand même, comme je le disais, il faut comprendre que ce virus constitue une menace et le cas du Brésil aujourd'hui a été un sujet qui a attiré beaucoup d'attention. Nous estimons ou nous croyons véritablement qu'aujourd'hui les consciences ont été éveillées et que au Brésil aujourd'hui les choses ne paraîtront plus comme c'était le cas il y a de cela quelques mois. Et chaque président où le président brésilien doit comprendre qu'il a l'autorité de défendre et de protéger sa population. Abandonner la population brésilienne face à ce virus, ce n'était pas bien. Les conséquences ont été désastreuses. Deuxième pays le plus touché au monde.
pour un pays qui essaye de se relever de toutes ces années de crise politique, ça fait vraiment peur. Alors, pour une fois, et ça, on ne s'en plaint pas, l'Afrique est toujours dernière. C'est un bon rang ici. Non, mais la position de dernière pour l'Afrique vaut la première place. Donc, si on doit reconsidérer, parce qu'il faut dire, avec la survenue de cette pandémie, l'Europe et puis les États-Unis ont pensé que l'Afrique serait le continent le plus touché. Mais avec tout ce qui a été mis en place par nos chefs d'État africains, nos chefs d'État ont vite fait de prendre la mesure de la chose. Certes, il y avait une certaine peur qui était dégagée au tout début, mais en prenant des mesures de semi-confinement, même dans certains pays, et en mesurant, disons, la gravité de la situation, donc je crois que nos chefs d'État ont su jouer leur partition. Et c'est vrai, certains chefs d'État africains ont préféré également se loger dans le creux de la religion. Donc ils ont lâché un peu. Donc voilà que dans ces pays, nous avons des situations vraiment exceptionnelles. Mais en général, l'Afrique s'est bien comportée par rapport au coronavirus. On aurait eu, ou bien nos chefs d'État africains auraient eu cette vision, ou bien ils se seraient inscrits dans l'anticipation que nos infrastructures de soins allaient être mieux équipées et qu'on dénombrerait moins de morts. Et puis, il faut aussi ajouter cet éveil, Credo en parlait tout à l'heure. Il y a une sorte de prise de conscience collective tout de suite. C'est vrai qu'au départ, la prise de conscience collective n'était pas sentie. Les gens niaient toujours l'existence de ce virus en Afrique. Mais très tôt, à la suite des réalités qui ont été présentées à travers les images, les vidéos, tout ce qui a été vu, beaucoup d'Africains ont compris la nécessité de prendre les dispositions sécuritaires, sanitaires pour se mettre à l'abri. Et derrière ça, il y a certains pharmaciens ou certains médecins, grands médecins, disent qu'il y a d'autres facteurs qui ont aussi participé à cette protection de l'Afrique face à ce virus. On parle de soleil, on parle de notre... Le fait surtout que 65% de la population africaine a moins de 25 ans. Voilà, on parle de la jeunesse de la population. On parle aussi de notre alimentation avec tout ce qui rentre dans notre corps, qui constitue des anticorps protecteurs et contre ces maladies. Et donc aujourd'hui, quand même, le niveau de contamination en Afrique, il est enviable par rapport à certains continents, par rapport à certains pays. Je pense que si on prend la totalité de cas de contamination en Afrique, on n'approcherait pas celui des États-Unis, du Brésil, de la Chine, de l'Italie, etc. Avec le nombre de morts, il n'y a pas eu beaucoup de morts. Il y en a eu des cas, oui, au Togo, on a une dizaine, une quinzaine de morts. Voilà, mais aujourd'hui, quand même, la situation elle est beaucoup plus stabilisée. Chez nous, on peut aussi dans d'autres pays, et des dispositions sécuritaires sanitaires ont été prises très tôt dans certains pays pour voyager, par exemple, pour traverser les frontières, les confinements, les déconfinements, toutes ces dispositions ont permis de stabiliser le virus en Afrique pour éviter que l'Afrique soit décimée totalement, comme l'aurait souhaité, l'aurait prévu certaines organisations internationales. Et puis il y a aussi, c'est vrai que les cas augmentent, on est à 14 millions de contaminations, plus de 600 000 morts dès ce lundi, mais la recherche de remèdes ne suit pas la vitesse de propagation du virus. Oui, c'est une situation déplorable, mais il faut dire que qui parle de recherche aussi parle d'une action dans le temps, donc ce n'est pas de la magie. C'est vrai que sur le continent africain, avec le Madagascar, nous avons assisté, disons, je ne parlerai pas de show, mais à un travail qui a été fait concernant le Covid organique. Donc même l'Afrique aussi avec ses richesses traditionnelles, je crois que l'association des chercheurs
et de ces tradithérapeutes a aussi donné beaucoup de choses. Donc ça a contribué également à lutter contre cette pandémie. Donc c'est déjà une bonne chose. Maintenant, les recherches en tant que telles nécessitent beaucoup de moyens. Et également, il faudrait qu'on ne s'attende pas que la recherche débute aujourd'hui et que le lendemain, qu'on puisse nous donner des résultats assez probants. Donc, c'est une action qui s'inscrit dans le temps. Donc, nous devons être assez patients pour laisser nos chercheurs continuer leurs recherches, mais également nous avons besoin de les soutenir. Donc il faut qu'ils sentent que derrière eux, que toute une population, bien tout un peuple a mis tout son espoir en eux et qu'il faut qu'ils fassent beaucoup de choses et qu'ils fassent des exploits pour trouver rapidement ce vaccin ou bien également. Et c'est le lieu également, si vous permettez Samuel, qu'on revienne sur ce qui a été fait. La loi de proximité les exigeant. Donc, le travail qui a été fait du côté de l'université de Lomé est à saluer parce que, outre l'ingéniosité du président de l'université, le fait d'avoir mis en place ce comité scientifique qui a travaillé et qui a collaboré avec des praticiens, des thérapeutes, donc on voit qu'aujourd'hui, il y a une avancée. Et lorsque, en début du mois, ils se sont rencontrés avec la presse, ce qui est sorti, c'est déjà encourageant. Et tout cela va à l'honneur de notre pays, le Togo. Alors, est-ce qu'on peut espérer quand même, parce qu'on annonce plus, en tout cas dans beaucoup de pays, on passe à des phases d'essais cliniques, que le remède soit pour quelques semaines, quelques mois? Non, quelques semaines, quelques mois, non, parce qu'au départ, il y avait Bon, je me rappelle encore de cette grande réunion que le président américain avait tenue ensemble avec les grands laboratoires médicaux du monde. La question de savoir à quelle période ils peuvent proposer un médicament. Ils n'étaient pas capables. Ils ont parlé du mois de juin, mais on a dépassé le mois de juin et donc il y a pas encore de médicaments. C'est vrai que les études sont en train d'être faites dans les laboratoires un peu partout dans le monde. Chaque pays investit dans les recherches. Credo parlait tout à l'heure du cas du Togo. Oui, il y a aussi le Madagascar qui a travaillé, le Bénin qui a travaillé, d'autres pays qui ont investi dans la recherche aussi. On a vite fait de taire les voix africaines. Oui, parce que c'est tout à fait normal. C'est les puissances occidentales ne peuvent pas accepter que le remède vienne aussi de l'Afrique, alors que aujourd'hui, en tout cas, il y a une réalité qui est là, c'est que l'Afrique est à l'abri de ce virus-là. Pourquoi et comment ça se fait? On a vu un peu ce que le Madagascar avait proposé. Au départ, il n'a pas été soutenu. On a vu le cas du Béninois, du docteur béninois, qui avait aussi proposé, la pivirine. On a vu tout ça, mais aucune puissance, aucun pays occidental n'a soutenu ces recherches. Alors que si vous poussez loin, peut-être vous vous rendez compte que c'est des remèdes qui pouvaient aussi participer, qui pouvaient permettre aussi de traiter ce virus-là. D'accord. La première pause maintenant et puis on revient pour le deuxième sujet.